Merci d'être avec nous. On a 20 minutes pour aborder un sujet qui pourrait prendre des heures, qui est la question de comment on va pouvoir réinventer des processus ou des opérations d'une entreprise grâce à l'IA, et donc d'adresser des projets qui sont à l'échelle dans l'entreprise. Je suis Laurent Milan, je suis responsable des solutions applicatives chez NTT Data pour la France et je suis accompagné d'Oumnia. Oumnia Sadaoni, consultante en data IA chez NTT Data. Alors finalement, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de dire, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Notre conviction chez NTT Data, c'est que c'est le moment de se poser la question de la valeur que crée cette intelligence artificielle. Et on voudrait une intelligence qui est peut-être plus créatrice de valeur, qui va être capable d'être contextuelle, qui est discrète, qui est proactive, qui va servir le métier, l'entreprise. Et donc on a plutôt envie de parler d'intelligence ambiante. Et on a publié un benchmark il y a quelques mois qui s'intéresse finalement où en sont les entreprises par rapport à leur projet d'IA. Et en particulier, on a extrait une catégorie qui est les top performers. Donc top performers, c'est les entreprises qui sont au-dessus de leurs compétiteurs sur leur marché. Et donc ce dont on s'est aperçu, c'est que ces top performers, ils faisaient une chose qui était différente. C'est un pattern qu'on retrouve, c'est qu'ils vont, plutôt que d'essayer d'embarquer de l'IA à petites touches pour avoir des petits gains marginaux de productivité au niveau de chaque collaborateur, ils vont chercher à repenser des process stratégiques. Ceux qui sont capables de créer un maximum de valeur, ils vont les repenser de bout en bout. Et donc finalement, l'IA en 2026, ça devrait être moins un sujet d'assistant productivité, d'un copilote, c'est un peu le terme du marché aujourd'hui, et plus un sujet de comment on peut utiliser l'IA pour repenser des process et avoir un maximum de levier. La réalité, c'est que, je vais laisser passer l'annonce. Et merci d'être déjà avec nous. Sur la première partie, à gauche, on voit finalement ce qu'on appelle un copilote, un assistant de productivité. Il y a quoi au cœur? Il y a le LLM. C'est le LLM qui dégage un maximum de valeur. On va venir lui connecter un petit peu de données autour. Mais quand même, l'essentiel du système, c'est le LLM en soi. La réalité, c'est que quand on veut utiliser l'intelligence artificielle pour repenser des processus, il faut se poser tout un tas de nouvelles questions. Et peut-être que le LLM est le cerveau, mais il va falloir créer un système. Il va falloir créer l'environnement, il va falloir créer l'enveloppe qui va lui permettre de capter les données, d'avoir du contexte. Il va falloir se poser la question des actions. Qu'est-ce qu'on permet au modèle, ou en tout cas au système, de faire, de ne pas faire, dans quel contexte ils peuvent le faire. Donc ce n'est pas qu'une question de gestion des droits, c'est aussi le contexte dans lequel on veut accéder à la donnée. Puis évidemment, tout ce qu'on va créer comme structure autour de la gouvernance et de la sécurité. Tout ça, c'est des sujets à part entière. On pourrait y passer déjà des heures. Donc on a 20 minutes, on va essayer d'avancer. Mais en tout cas, la réalité, c'est que entre un copilote de productivité et un agent système, un système agentique at scale, il y a tout un système à créer. Et donc finalement, quand on dit j'ai un LLM, je dois créer un système et je m'adresse pas simplement aux données les plus critiques, mais aux processus les plus stratégiques de l'entreprise, il y a forcément un risque qui est accru. Je pense que vous êtes tous là aujourd'hui un petit peu pour ça, et puis pour challenger l'état de l'art aujourd'hui. Ce risque, c'est quoi? C'est un risque de contrainte d'exposition juridique. C'est pas simplement centré sur la France, c'est aussi vos entreprises ont vocation à se déployer à l'international. C'est comment je m'assure d'être conforme avec les lois des pays dans lesquels je me déploie. C'est éviter le verrouillage fournisseur, éviter de s'exposer à des systèmes qui, du jour au lendemain, peuvent avoir des prix qui se démultiplient. C'est un risque juridictionnel. Je pense que vous êtes tous là pour une bonne raison, qui est on veut se protéger des lois de surveillance étrangère, on veut protéger notre propriété intellectuelle. Et puis il y a un enjeu de perte d'activité beaucoup plus pragmatique. C'est parce que si vous accumulez tous ces risques que vous exposez, vous pouvez vous retrouver avec une perte de crédibilité, voire pire, vous pouvez avoir externalisé l'intelligence de votre entreprise. Si votre entreprise s'appuie sur des modèles de l'IA et des systèmes qui vont avec pour faire une partie des opérations, vous pouvez être en train d'externaliser une partie de l'intelligence de votre entreprise. Et donc pour nous, c'est tout ça qui fait qu'on arrive aujourd'hui à l'ère de l'IA souveraine. Et on est convaincu qu'avec toutes les contraintes qu'on voit aujourd'hui et le potentiel de l'IA pour créer de la valeur sur des process et les repenser de A à Z, on est absolument convaincu que l'IA souveraine, ce n'est plus une contrainte qu'on découvre un petit peu à la fin du projet, quand finalement on se pose vraiment la question de l'intégration au système d'information, de l'intégration avec la donnée.
et de à quoi ça peut ressembler en production, ça devient vraiment pour nous un accélérateur stratégique. Parce que si on en tient compte dès le début, on peut se dire, ok, parce que j'ai une approche souveraine et parce que je vais créer un cadre souverain, je vais pouvoir m'attaquer aux endroits qui sont les plus stratégiques et les plus critiques pour mon entreprise. Et c'est ça qui va me permettre de me différencier. Et c'est dans ce cadre-là que on a passé un partenariat avec Mistral AI déjà l'année dernière. Parce que si on va jusqu'au bout finalement et qu'on veut lier à l'échelle, il faut aussi avoir des modèles qui sont suffisamment petits, qui sont peut-être plus à même de comprendre votre entreprise, votre connaissance et vos données, plus que d'avoir une connaissance générique du monde. Si on revient un petit peu au projet, il y a une statistique qui continue de ressortir. Alors il y a un rapport du MIT qui était très connu il y a 18 mois à peu près, qui disait 5% des projets à l'échelle seulement réussissent. En fait, c'est 95%, ça a encore plus d'impact. 95% des projets ne réussissent pas à l'échelle. Et j'ai retrouvé une étude de McKinsey qui est plus récente, qui date de novembre, et qui dit qu'il y a 7% des projets à l'échelle qui créent véritablement de la valeur, qui l'ont démontré. Et on pourrait discuter de toutes les causes, et il y a beaucoup de rapports qui creusent un petit peu ces causes, mais il y en a une qui ressort, c'est qu'il y a une grosse difficulté à repenser quelque chose qui est complètement nouveau, à se réinventer, sans tenir compte c'est vraiment de passer de la logique d'un proof of concept très technique à quelque chose qui est capable de créer de la valeur à l'échelle de l'entreprise. Et donc c'est pour ça que chez NTT Data, on a développé ce qu'on appelle l'AI Innovation Sprint. L'idée c'est quoi? C'est de prendre jusqu'à 2 semaines. Alors évidemment 2 semaines c'est le délai incompressible. Évidemment ça peut prendre un peu plus de temps et on prendra le temps qu'il faudra pour le faire correctement. Mais l'idée c'est de dire ok, on va repenser, on va s'attaquer à un process, on va être dans une logique d'innovation, on a besoin de prototyper quelque chose qui est nouveau, mais pas simplement un proof of concept, on ne veut pas s'assurer que ça marche techniquement, on veut s'assurer que c'est opérationnalisable à l'échelle de l'entreprise. Et donc pour ça, on va avoir une première phase de cadrage où on va s'intéresser aux indicateurs métiers qu'on veut pouvoir améliorer, que votre métier veut pouvoir améliorer de façon stratégique au niveau de l'entreprise. On va utiliser finalement tous nos sachants dans l'entreprise pour faire un data sprint et un sprint d'architecture IA. Donc on va concevoir un système qui va pouvoir démontrer qu'on peut créer cette valeur et qu'on peut aller l'améliorer. Et un aspect très intéressant, Omnia y reviendra tout à l'heure, c'est aussi comment on peut s'assurer de garder la main. Parce qu'à partir du moment où on va créer un système autonome, la grosse question qui se pose, c'est comment je m'assure qu'il ne dérive pas. Comment je m'assure, si moi je ne suis pas au milieu du process, que ça fonctionne et que ça atteint ses objectifs. Et donc à la fin de l'avant-dernière étape de ce process, c'est de développer. Et on va développer avec vous et avec vos métiers. Et pour ça, il y a 2 journées. Et sur cette deuxième journée, 2 journées de développement intensif. Et sur la deuxième journée, vous pouvez venir avec vos métiers, avec nous. Et l'idée, c'est de co-construire et de pouvoir influencer en temps réel la roadmap et ce qu'on délivre. Donc l'idée, c'est quoi? C'est au bout de 2 semaines d'avoir un prototype qui est opérationnel et qui est parfaitement aligné avec le métier, qui a tenu compte des enjeux d'intégration, mais qui est parfaitement aligné avec le métier. Et donc je vais passer la main à Omnia qui va nous présenter un cas concret qu'on a réalisé. Merci Laurent, je prends la suite. Effectivement, donc à partir de maintenant, je vais vous montrer et présenter ce qu'on a pu concevoir via l'approche Innovation Sprint en 2 Innovation Sprint, 2 versions, pour répondre à une problématique d'une demande client dans le secteur bancaire, afin d'analyser les conversations clients, classer les motifs de contact, identifier la conformité et le risque via une approche IA en 2 versions. Une première version qui répond directement à la problématique via une approche IA et une deuxième version qui va scaler et qui va transformer ce process critique. On ne branche pas un LLM, donc on pense à toute la chaîne de la data brute jusqu'à l'interface de pilotage. Le problème, donc la demande, on commence par une demande client dans le secteur bancaire. Donc, on a des centaines de conversations clients qui ne sont pas structurées, c'est du langage naturel. C'est impossible d'auditer manuellement. Donc on se pose des questions. Est-ce que les conseillers respectent les procédures? Est-ce que les risques sont bien détectés et éventuellement traités? Donc en fait, on a conçu un système brique par brique qui a été pensé, intégré pendant le sprint.
Concrètement, donc, on a conçu un pipeline agentique complet. Ce n'est pas un branchement de LLM. Donc, en entrée, on a les appels audio, un système de transcription qui tourne sur Mistral AI. On a en entrée aussi de la metadata client. On a un pipeline de data pour structurer et indexer toutes ces données qui n'est pas structurée. Au cœur du système, donc, on a une knowledge base ou la base de connaissances. Donc, tout ce qui relève des procédures, des FAQ, des checklists, des arbres de décision, en fait, tout ce qui aide le conseiller en fait, à bien mener en fait, son rôle. Et tout ça pour nourrir un agent IA, c'est notre agent IA Synth qui est couplé d'un système RAG pour aller utiliser justement cette documentation. Ce n'est pas vraiment un stack de documentation non exploité, mais un référentiel métier complet. Donc il va aller l'interroger interaction par interaction pour pouvoir classifier les motifs de contact, pour pouvoir scorer la conformité, pour pouvoir détecter s'il y a toute anomalie. Et bien évidemment, en sortie, on a quelque chose d'opérationnel, d'exploitable pour le métier, donc un dashboard mesurable, une prédiction pour toutes les interactions, donc de l'inférence de notre agent IA, des tendances dans le temps. Donc, en fait, c'est pour la première fois qu'on peut voir, mesurer et agir avec le process. Plus concrètement, on a quelque chose, un produit, une solution qui ressemble à ce que vous pouvez voir sur les illustrations. À gauche, donc, on a pour les prédictions pour chaque interaction, pour chaque conversation avec le client. Donc, pour chaque appel, on a un thème, un sous-sujet. Le sous-sujet, ça peut être une carte volée, ça peut être une carte avalée par le distributeur, ça peut être une opération frauduleuse observée par le client. Donc, on a un sous-sujet, on a un niveau de risque, on a un score de conformité et on a toute la documentation de la knowledge base qui a été mobilisée pour fonder justement le jugement. Au milieu, on peut trouver d'autres KPIs sur la distribution des risques détectés et aussi une répartition par sous-sujet. Et puis, ce qui est très intéressant pour cette première version de notre solution, c'est la fiche appel qui est enrichie par les findings de l'IA. On a un résumé, on peut voir rapidement quel type d'anomalie et pourquoi, ce que le conseiller a su bien faire et ce qu'il a raté pendant le process. Très très bien, maintenant on passe à, en fait on étale le contexte s'enrichit et le système se transforme. Donc trois choses se passent en parallèle. Donc la donnée s'enrichit, on était juste sur les appels, là on va toucher aussi à tout ce qui est AI chatbot, donc toutes les conversations qui se passent sur les chatbots, on les unifie dans un main pipeline, le système de transcription il est maintenant natif et qui dit plus de volume, dit plus de diversité, plus de signal exploitable et naturellement le modèle il va s'adapter, on ne va pas avoir juste un AI agent qui va structurer et produire des artefacts bien structurés et classés, mais il y a un travail sur le prompt engineering pour stabiliser justement ce qu'on a envie de mesurer, un choix sur l'IA, sur les modèles pour maîtriser encore l'environnement et très important, la gouvernance IA a été pensée dès le départ dans l'architecture et pas pendant. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, une composante qui fait la différence de ce système, c'est la boucle d'auto-apprentissage. C'est-à-dire que notre système, désormais, il apprend de lui-même, de ses interactions pour pouvoir résoudre les réclamations. Donc, la donnée enrichie a rendu possible et nécessaire une architecture plus ambitieuse. Parlant d'architecture, donc vous allez garder en tête tout ce que je viens de présenter jusqu'à présent, c'est notre V1 qui va devenir notre core system, donc notre cœur du système. C'est ce que vous voyez ici, donc toute la partie opérationnelle, dashboard, interface IA pour interagir avec le process. Une nouvelle composante, c'est notre runtime, c'est-à-dire une couche. On imagine un client qui va venir sur un AI chatbot, il va poser sa question ou sa problématique. Notre AI chatbot, il va le router vers le bon sous-sujet. Ensuite, bien évidemment, on a pour chaque thème, pour chaque sous-sujet, un AI agent spécialisé, c'est-à-dire
On a un AI agent spécialisé pour les cartes volées, pour les transactions frauduleuses, pour cartes avalées par le distributeur. Donc c'est un choix technique pour justement monter en expertise sur ces sujets et minimiser l'intervention humaine sur ce process. Ensuite, cet agent-là va produire une réponse et la réponse, c'est notre nouvelle interaction et elle sera traitée de la même manière que les appels. La nouvelle composante dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la learning loop où je vous laisse imaginer une boucle d'auto-apprentissage du système, c'est-à-dire de ces mêmes interactions, les appels et les chats, il va essayer de filtrer les conversations pertinentes, le séquencement d'actions récurrentes ou les cas limites pour justement pouvoir monter en expertise et résoudre la réclamation. Donc, on a un multisource, un multicanal de données. Cette fois-ci, la solution tourne sur Mistral AI, bien évidemment, sur toutes les couches, que ce soit le RAC, que ce soit les AI Specialized Agents ou la partie auto-apprentissage. Donc chaque composant, cette fois-ci, elle est monitorée. On monitore et vous allez voir tout à l'heure tout ce qui relève de la confiance, la latence, l'accuracy de notre modèle et le versioning des runs de notre auto-apprentissage. Concrètement, ce que ça donne, c'est un enrichissement justement de notre plateforme, un pipeline multisource qui est unifié, on voit les appels, on voit les chats et rapidement, on peut voir un peu l'évolution dans le temps. On a aussi des KPIs sur les risques et conformités, répartis aussi par sous-sujet, par équipe, si on est sur les équipes cartes et paiement, si on est sur les équipes fraude et sécurité. Et puis, on peut aussi voir d'autres KPIs sur les sous-sujets générateurs d'anomalies. C'est là, c'est le call to action pour le manager opérationnel. Donc, vite fait, c'est exploitable par le manager. Bien évidemment, ce qui rend notre système industrialisable, c'est la gouvernance IA qu'on a construite dès le départ. On ne fait pas de la gouvernance juste pour voir, mais on le fait parce qu'on sait ce qu'on veut mesurer. Donc on a des mesures de la performance et précision des inférences et classifications de notre agent. On le trace, on a un audit trail très détaillé, on peut voir la confiance par sous-sujet, on peut voir l'accuracy, qu'est-ce qui a mal tourné, donc avec des fallbacks. On a un versioning des runs de notre boucle d'auto-apprentissage et enrichissement RAG, c'est-à-dire ici, on sait qu'on est passé de V0 à V1, on est passé de V1 à V3, et on peut voir réellement ce qui se passe dans la boîte noire, c'est pas une boîte noire, et on a aussi une mesure de l'impact réel, parce que finalement, ce qu'on cherche à avoir, c'est est-ce que notre système, est-ce qu'il apprend, est-ce qu'il fonctionne, et c'est là où on voit que nos taux d'anomalie baissent et nos taux de résolution augmentent, bien évidemment. Donc on est parti d'une demande client qui paraissait simple en apparence, mais on a créé un POV, un Proof of Value en 2 semaines, donc un timeline très serré, parce qu'on a fait le choix de conception système. La valeur ne vient pas du LLM seul, elle vient du système qui est construit autour. On a fait des choix sur l'architecture complète qui tient en compte le passage à l'essai avec une bonne traçabilité de notre modèle, et puis la gouvernance IA qui a été injectée dès le départ. Merci Oumnia. Alors on arrive à la fin de la session. Peut-être ce qu'on peut dire, je n'ai pas présenté NTT Data, donc si vous avez quelques minutes, vous pouvez venir sur notre stand qui est juste là-bas avant l'amphithéâtre et on pourra discuter un petit peu. L'une des particularités d'NTT Data, alors on est une entreprise globale, donc on peut vous accompagner dans tous les pays du monde virtuellement. On est d'origine japonaise, donc on est parfaitement aligné avec les enjeux de souveraineté européens. Et ça, c'est notre président qui le dit, puisqu'on a, dans le cadre de nos accords avec Mistral AI, on a été cité comme une entreprise qui favorise cette approche de souveraineté. On est la seule entreprise dans le monde qui est considérée comme leader par les analystes sur toutes les stacks de l'IA. Donc ça nous rend assez confiance sur la capacité à accompagner les clients sur des projets à l'échelle.
J'ai déjà parlé de notre partenariat Mistral. Et ce qu'on peut vous proposer, vous avez vu un petit peu ce que Oumnia nous a présenté ici avec les AI Innovation Sprint. C'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble. Pour nous, c'est une très bonne façon d'aligner l'IT et les métiers le plus tôt possible. Et surtout, c'est une expérience qui est immersive. Donc on n'est pas là pour produire des PowerPoint, on n'est pas là pour produire un proof of concept dans 3 mois. On est là pour co-construire quelque chose et ça se passe en temps réel et ensemble. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand si vous avez des questions. Merci à tous. Merci à tous.